Alors je propose d'ouvrir au débat avec la salle. Si certains ont des questions, que ça soit sur les 3 exposés proposés ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un a un micro. Oui. Alors Gilles. Oui, l'un ou l'autre. Je crois que c'était... Donc Gilles Moreau, Université de Poitiers. Trois questions pour les 3. Alors, pourquoi M. Brussy n'est-il pas sur la terrasse? On ne t'entend pas. Alors, trois questions. La question à Guy Brussy, je voulais savoir, parce que j'ai bien compris qu'il y avait en même temps qu'il y avait le débat sur le baccalauréat technicien, il y avait la genèse, en fin de compte, de ce qu'allait être les IUT. Excuse-moi, je ne t'ai pas suivi parce Alors, que je suis en déménagement. Vas-y. En même temps qu'il y avait le débat sur les baccalauréats techniciens, il y avait en genèse, en fin de compte, ce qu'allait devenir les IUT. D'accord. Or, les IUT sont créés en France en même temps qu'un autre diplôme, qui est le BEP. Oui. Diplôme disparu. Donc, je voulais juste savoir si le BEP s'articulait, en fin de compte, avec ces débats-là ou pas du tout dans sa création. Je vais poser mes 3 questions d'abord. Sur la coiffure, moi, je serais curieux de savoir si vous avez cherché à voir si d'autres secteurs très marqués, comme ça par le BP, je pense notamment à la pharmacie, le secteur de la pharmacie, qui est aussi un secteur CAP-BP, étaient aussi touchés par ces débats-là. Alors, le secteur de la pharmacie se transforme peut-être moins, il y a peut-être encore plus d'indépendants, encore qu'il y a, je crois, eu des réformes qui permettent à des pharmacies de s'associer, enfin, quelque part, l'idée de... Voilà. Donc, est-ce qu'il peut y avoir... vous savez s'il y a les mêmes débats en pharmacie, sachant qu'eux sont souvent... confrontés à un problème qui est plus spécifique, c'est notamment le fait que beaucoup de BP, de jeunes filles, souvent ou garçons, mais plutôt filles, qui préparent le BP de pharmacie, sont aussi des jeunes filles qui ont échoué à l'entrée en fac de médecine, et donc qui sont déjà titulaires d'un baccalauréat. Enfin, voilà, si vous avez des informations. Et puis, à Philippe Gonon, sur la Suisse, ma question, c'est... j'ai bien compris que la maturité professionnelle, c'était pour renforcer la formation professionnelle. Ça aussi, quand même, un objectif d'accroître le nombre de jeunes qui accèdent au niveau tertiaire. Alors, pour ceux qui connaissent mal la Suisse, le tertiaire, c'est le supérieur pour nous, Français. Voilà, au niveau tertiaire. Et est-ce qu'à moyen terme, alors j'ai bien compris qu'il n'y a que la moitié des matus pro qui continuent en haute école, mais est-ce qu'à moyen terme, ça ne risque pas de remettre en cause la place historique du CFC? Voilà, c'est un peu de la prospective qui est le diplôme historique quand même de la formation professionnelle et qui du coup, est-ce qu'il risque pas de souffrir un peu à moyen terme? On va peut-être prendre une deuxième question. Il y avait, voilà, peut-être... Merci. Oui, Chantal Labruyère du CEREC. Moi, c'est une question de compréhension sur le système suisse. Les hautes écoles spécialisées, en fait, quel est leur, à quoi elles préparent? Alors là, vous avez mis bachelor, master, donc ça veut dire niveau licence, pas chez nous, niveau licence et master, bac plus, enfin, c'est ça. Vous n'avez pas, c'est pas l'équivalent justement des instituts de technologie d'une part, ni des écoles d'ingénieurs d'autre part, parce que vous avez évoqué la formation des ingénieurs, en disant que la Suisse, enfin les ingénieurs suisses étaient moins bien considérés que d'autres ingénieurs. Alors ces ingénieurs, ils sont formés où alors? Voilà. Donc je ne comprends pas bien voilà. Peut-être une dernière question avant de répondre. Merci. C'est une question à M. Gonon. Est-ce que le système de la maturité professionnelle est le même pour l'ensemble de la Suisse ou est-ce qu'il varie d'un canton à l'autre? Et puis d'autre part, quel est le profil de ceux qui forment dans cette maturité? Profil sociologique ou leur propre formation? On va faire un premier retour, puis on reprendra après une série de questions. Donc pour répondre à Gilles Moreau, oui, la création du BEP s'inscrit en fait dans un vaste bouillonnement de l'époque sur la reconfiguration générale du système,
parce qu'en même temps, dans la foulée, dans cette période de 59 à 70, on va dire, on supprime ce qui, dans les écoles primaires, étaient les classes de fin d'études. Et on a là tout un ensemble d'élèves qu'il faut bien caser quelque part. Et pour faire très simple, en même temps qu'on va créer, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, plus les IUT en 66, on pense également à reconfigurer le CAP. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est dit très explicitement, mais ça ne se passera pas dans les faits, comme on le sait, le CAP reste le diplôme typique de l'acquisition d'un métier particulier, mais on décide qu'il sera uniquement préparé par apprentissage. Et apprentissage au sens où parce que tout à l'heure, en discutant avec des collègues au café, je me suis aperçu que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais ce qu'on a longtemps appelé entre 45 et 59 les centres d'apprentissage, c'était en fait des établissements publics. C'était les grands-pères des actés lycées professionnels, pour faire simple. Hein. Alors que là, ce que je suis en train de dire, alors les 10 centres d'apprentissage, précisément, c'est l'époque en 59 où ils deviennent collèges d'enseignement technique, bien, et où l'apprentissage patronal est très peu développé, il est essentiellement artisanal. Bon, Gilles sait ça mieux que moi. Donc le CAP, on le destine, on le garde comme le diplôme d'acquisition qui sanctionne l'acquisition d'un métier particulier, mais uniquement destiné à être préparé par apprentissage. Et ces fameux collèges d'enseignement technique, dont on décide qu'on y entrera seulement après la 3e, comme ce que je vous ai expliqué. Et là, on invente un nouveau diplôme pour ces collèges d'enseignement technique, qui est précisément le BEP. Mais, avec 2 nuances de taille, on dit, premièrement, que le BEP, lui, ne s'adressera pas à des métiers ciblés, mais qui visera à valider des capacités transversales à plusieurs métiers, sauf que, en termes de convention collective et en termes de reconnaissance sociale de la qualification, on dit très explicitement que le BEP sera strictement l'équivalent du CAP. D'accord ? Et on ménage, dernier point, la possibilité pour les bons élèves de CAP, alors vous voyez toujours cette double, vous commencez à voir que dans l'enseignement technique français, il y a sans arrêt cette double problématique. Qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce que le diplôme, il est plutôt professionnel ou est-ce qu'il a plutôt de vocation de poursuite d'études ? Et pour le BEP, on pose la même question. Alors, il est évidemment un diplôme à vocation professionnelle, mais on ménage la possibilité, et je crois que tu l'as dit hier d'ailleurs, Gilles, pour les bons élèves, d'avoir une passerelle pour passer en première de classe, enfin préparer la première technologique et accéder au fameux nouveau baccalauréat technicien, ce qui se fera d'ailleurs de plus en plus dans le temps. Enfin, mais vous voyez, alors de fait, on sait bien qu'en réalité, comme quoi ça devrait rendre les politiques très modestes, dans la réalité, ce schéma que je viens de vous décrire ne se réalisera pas puisque on continuera dans les CET à envoyer des élèves, à recruter des élèves au sortir de la 5e pour en faire des CAP et on compte. Bien évidemment, on développera les BEP en parallèle. C'est-à-dire que le CAP continuera à être préparé pendant de longues années dans le dispositif d'éducation nationale. Mais ça fait partie, tu avais raison de poser la question, ça fait partie du même bouillonnement de l'époque. Hein. On essaie d'imaginer plein de solutions, en fait, à ce moment-là. Oui, alors, non, on n'a pas fait l'examen exhaustif, effectivement, de toutes les filières et comment se positionnait le brevet professionnel dans l'ensemble des filières. Néanmoins, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le cas des prothésistes dentaires qui ont plutôt abandonné, alors, ce n'était pas un brevet professionnel, je crois que c'était un brevet technique. C'était un BP aussi, au profit du bac pro, si je me souviens bien de discussions avec un directeur de CFA notamment. Après, la coiffure, elle est quand même elle a une relation particulière à son brevet professionnel du fait de la réglementation de la profession, du coup qui lui confère effectivement, c'est un cas très particulier en tout cas, même au sein des filières qui dispensent le brevet professionnel. Je crois que Fanny, tu veux peut-être compléter, peut-être par rapport à ce qui se passe dans l'esthétique. Parce que du coup, en étudiant la CPC pour la coiffure, il y avait quand même l'esthétique en parallèle et les débats qu'il y avait. Et donc le bac pro esthétique a été créé en 2002. Et en fait, au départ, c'est une demande, pour le coup, de la CNAIB, Confédération nationale
des instituts de beauté. Et c'était pour faire face à la demande d'une main-d'œuvre de niveau 4, parce que dans l'esthétique, en gros, le CAP niveau 5, c'est soins du visage, niveau 4, c'est soins du corps, et BTS, les deux. Et du coup, pour le dire rapidement, pour une néophyte, quoi. Et donc, du coup, il n'y avait pas suffisamment de détenteurs de brevets professionnels. Et donc, qui pouvait s'occuper de la clientèle qui venait pour les soins du corps, quoi. Et donc, ça a été créé. Et bon, il y a eu des débats. Enfin, c'était assez rigolo parce que quand la CNAIB a proposé ça, les représentants du ministère, au départ, ont dit si on crée un bac pro, on supprime le BP. Et puis la réunion suivante, ils sont revenus sur leur position, parce qu'il y avait déjà la parfumerie qui était contre la création du bac professionnel. Alors, je ne sais pas écrit dans les comptes rendus pourquoi ils reviennent sur leur position. Il y a juste évoqué une recommandation du cabinet du ministre. On peut supposer que c'est pour pas que le bac pro échoue, quoi, je sais pas. Et en tout cas, décision du maintien du BP aux côtés du bac pro, avec des mêmes épreuves techniques dans les deux diplômes. Et le bac pro est simplement complété par des épreuves générales. Mais après, j'ai pas les effectifs, parce que du coup, à chaque fois, quand on regarde, c'est coiffure esthétique, et du coup, j'arrive pas à savoir combien il y en a en bac pro par rapport Et puis, il y a Brigitte Trocmé qui a des informations plus précises sur la pharmacie. Vous pouvez peut-être prendre la parole, et après, vous reprenez. Le micro est par là. C'est très intéressant que Gilles Moreau pose cette question, parce qu'au fond, on a rarement l'habitude de comparer la pharmacie et la coiffure, enfin, sociologiquement. Mais c'est très intéressant de poser cette question dans ces termes-là, parce que c'est quand même bien une profession réglementée. Elle, au code de la santé, pas au code de l'artisanat. Pour être préparateur en pharmacie, avec des règles très précises sur le nombre de pharmaciens qu'il doit y avoir en fonction du chiffre d'affaires et de préparateurs. Bon. Alors, on a ce BP... dont je dirais 90%, enfin je n'ai pas regardé tout récemment, des gens qui rentrent en formation en brevet professionnel ont un diplôme, ont au moins le bac, voire beaucoup plus. Beaucoup d'entre eux ont un diplôme étranger, je le sais parce que je signe les autorisations d'entrée en formation, donc je vous passe les détails sur les nombreux médecins alors, d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, etc., qui n'ont pas le droit d'exercer, qui donc font ou pharmaciens et autres. Voilà. Donc on a un diplôme, un brevet professionnel avec des contenus, un curricula qui est quand même du niveau 4 plus, même si on ne le rénove pas, qui est totalement obsolète. Et nous, on est au bout de la chaîne, là encore, d'enjeux extérieurs, de professions réglementées. Beaucoup de débats au sein de la profession entre employeurs et salariés. Les salariés disant, nous, c'est un niveau BTS. On a des niveaux scientifiques, etc. Donc il nous faudrait un niveau 3. D'autant plus qu'il y a une dizaine d'années, le brevet professionnel de préparateur en pharmacie hospitalière fait l'objet d'un diplôme d'État de niveau 3. Évidemment, les pharmaciens, dans un premier temps, ne sont pas d'accord, puis tombent d'accord sur le fait qu'il faudrait un niveau 3, mais ils voudraient une chose, c'est que ça soit uniquement préparé en apprentissage comme le brevet professionnel. Et donc là, ça coince depuis de longues années, puisque nous disons, nous, tout ce qu'on peut vous offrir au niveau 3, c'est un BTS, et par définition, un BTS, vous ne serez pas les maîtres de la carte de formation, et vous ne serez pas, parce qu'ils sont très investis dans l'apprentissage, et le ministère de la Santé, lui, très content au fond que le ministère de l'Éducation nationale se charge de la certification, ne veut surtout pas créer de diplôme d'État pour les préparateurs en pharmacie. Mais c'est intéressant parce que leur entrée, c'est avant tout, donc c'est pas un bac pro qu'ils voudraient, ils voudraient grosso modo un BTS, mais qui soit fermé à toute autre voie que celle de l'apprentissage. Merci. OK. Les questions relatives à la Suisse. La question de Gilles, je suis d'accord que le certificat fédéral de capacité est vraiment menacé de ce nouvel développement, le rôle historique. Mais on doit dire que la tradition était que
il y a deux mondes différents, le monde de la formation professionnelle et le monde académique. Et ce qui s'est passé dans les années 90, c'est qu'il y avait une intégration de la formation professionnelle et de la formation générale. Alors, le rôle de formation professionnelle est assez fort dans cet enjeu, mais ça change le caractère, c'est bien sûr. Et pour les élèves brillants, c'est vraiment un succès, un grand. C'est mieux pour eux d'être dans un système comme ça, mais pour des apprentis avec des difficultés, ça devient un peu plus difficile dans ce système. Mais je suis dans cette définition, je suis vraiment d'accord que c'est un peu une menace pour le CFC. Vous avez demandé, en Suisse, on a fait, je voudrais dire, un trick. On a fait quelque chose que je ne suis pas tellement convaincu si c'est vraiment propre. Parce que l'éducation supérieure et l'éducation tertiaire est vraiment au même niveau. Et c'était une décision politique. On a justement dit, aujourd'hui, les diplômes de l'école supérieure et les masters de l'université, les masters des hautes écoles et les bachelors sont au même niveau. Et ce n'est pas vraiment, à mon avis, conforme avec les ISCET, les définitions ISCET, parce que les ISCET définitions sont vraiment basées sur la mesure combien des heures à l'école on a appris. Et le système suisse a justement fait une décision. Tous les formations professionnelles supérieures et toutes les universités bachelor sont au même niveau. Oui, on a fait comme ça. Et c'est pourquoi, historiquement, c'était juste que les écoles d'ingénieurs n'étaient pas au même niveau. Mais avec les autres écoles spécialisées qui ont été créées dans les années 90, on a défini les autres écoles spécialisées au même niveau que les universités. Alors, les autres écoles spécialisées, aujourd'hui, sont part du monde académique. Alors, on vient avec une maturité professionnelle, du part de la formation professionnelle, on a un accès au monde académique. Oui. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu, vous avez compris comme vous voulez? J'en déduis donc que les ingénieurs, ils étaient formés ailleurs, ils sont formés ailleurs, ils continuent à être formés ailleurs. Oui, oui. Pas dans les autres écoles. Aujourd'hui, oui, mais ailleurs, donc, par exemple, dans des, comment on s'appelle ça, laissez-moi voir, j'ai le terme correct, c'est les diplômes des écoles supérieures et, oui, ce sont ça, les écoles supérieures, c'était le nom pour eux. La maturité professionnelle est une maturité professionnelle fédérale pour toute la Suisse, mais elle n'est pas établie dans tous les cantons. Elle est plus établie dans les cantons alémaniques que dans les cantons français. Et par exemple, à Bâle, il y a beaucoup moins de gens qui ont fait la maturité professionnelle qu'à Zurich. Alors, il y a une division locale. Et le contenu de la maturité professionnelle, je ne sais pas si vous voulez entendre un exemple. Par exemple, une infirmière, elle fait un apprentissage à l'hôpital. Un jour, elle n'a plus de formation générale. Ça veut dire qu'elle a des sujets comme les langues, les sciences sociales, communication et des sujets qui sont un peu liés à la profession. Et à la fin, c'est un certificat qui fait le possible de continuer à la formation aux hautes écoles spécialisées, par exemple. Ou qu'est-ce que... Les enseignants sont diplômés.
Ah, les enseignants. Ah. Plutôt des professionnels des métiers concernés. Ah. Non, ce sont les enseignants à l'école. Oui. Parce que eux, la différence c'est que eux sont un jour de plus à l'école. Et c'est pourquoi les enseignants sont des maîtres de l'école. Merci. Alors Fanny voulait apporter une précision sur l'esthétique, et puis on reprend une série de questions. J'ai le cerveau un peu lent, mais du coup, j'avais besoin quand même de revenir sur cette question de l'esthétique, parce qu'il y a un autre aspect qui me semble important à prendre en compte sur cette réflexion sur les diplômes. Donc, ce qui apparaît, c'est quand même une plus forte scolarisation de la formation après la création du bac pro. Donc, effectivement, ça fait écho aux discussions qu'on avait hier sur la difficulté des CFA à créer les bacs pro, je ne sais pas, peut-être. Et puis, un autre point, parce qu'on les a peu évoqués, mais c'est les jeunes. Et en tout cas, moi, parmi mes coiffeuses que j'ai interrogées, il y en a certaines qui voulaient faire esthétique, mais qui, du coup, n'ont pas été acceptées en seconde professionnelle. Et donc, se retrouvent en CAP coiffure. Donc, je me dis qu'il y a aussi ça à prendre en considération, c'est qu'est-ce qu'on fait on en avait déjà discuté, mais des jeunes peu en phase avec le mode scolaire de socialisation et qui n'auront plus forcément accès direct à un diplôme comme le CAP. Oui. Alors, deux personnes, là, déjà. Oui, alors par rapport à ce dossier de la coiffure, je me demandais quand même si dans les positions des artisans, il n'y avait pas, par rapport au maintien à tout prix du BP par rapport au bac pro, il n'y avait pas aussi des aspects de défense, non pas seulement de la profession, mais des écoles de formation propres au secteur, parce qu'on parle jamais, on parle très rarement quand il y a des débats autour de la création de nouveaux diplômes, des enjeux d'appareils de formation qu'il y a derrière. Or, il me semble que, pour avoir rencontré quelques représentants de la CPC de la 19e, là, il me semble que il y a beaucoup de centres de formation par apprentissage qui sont en fait tenus par d'anciens professionnels, qui ont créé à côté de leur activité des écoles d'apprentissage. Et parfois, on peut se demander ce qu'ils défendent le plus si, dans les débats en CPC, si ce n'est pas aussi les appareils de formation qui les font vivre, quoi, hein. Et d'ailleurs, dans le travail qu'on avait fait justement pour la DGESCO sur les représentants en CPC, on avait vu quand même que nombre de représentants, alors dans cette CPC en particulier, y compris du collège salarié, étaient en fait des représentants des centres de formation. Donc voilà, il y a aussi des débats qui sont un peu cachés, sans doute, mais qui tiennent à des questions d'appareils de formation. Oui. Bonjour, donc je suis Anne-Marie Le Galopito, j'enseigne en lycée professionnel et je suis représentante syndicale. Je siège à la 19e CPC, parmi d'autres, puisque je siège à d'autres CPC également. Donc juste brièvement, sur la 19e CPC, pour en connaître un certain nombre, je dirais que c'est la CPC qui, à mes yeux, est probablement... Alors je siège dans des CPC tertiaires et j'ai des collègues qui siègent dans des CPC industriels. Je trouve que c'est la CPC qui est la plus... qui illustre mieux les enjeux entre les professionnels et les types d'entreprises. Et les débats qui ont été décrits, qui continuent d'avoir lieu, puisque pour... faire un jeu de mots, le crépage du chignon de la dernière réunion de CPC 19 a été grandiose entre les partisans du bac pro et les anti-bac pro. C'était, et ça
illustre complètement les enjeux, comme dans d'autres CPC, comme l'alimentaire par exemple, où on a des oppositions entre les artisans et les supermarchés qui ont des besoins qui ne sont pas les mêmes. Donc ils ont toujours besoin de gens qui savent traiter le sujet technique, mais pas dans le même contexte. Donc ça, c'est, en l'occurrence, la 19e CPC, ça mérite quelquefois d'être filmé, ça peut être très drôle. Deuxième point, j'ai une question pour Monsieur Gonon. Par rapport au fait qu'un cinquième seulement des gens qui sont titulaires d'une maturité professionnelle continuent directement. Est-ce que ça... Alors, je précise par ailleurs que je suis membre titulaire du Conseil national éducation et économie, et à ce titre-là, je fais partie de plusieurs groupes de travail, notamment un groupe de travail sur l'alternance qui a reçu en audience un chercheur français qui exerce en Suisse et qui nous a présenté une étude et par ailleurs on a vu d'autres chercheurs. Il semblerait que l'âge d'entrée en apprentissage en Suisse est fortement reculé. Et est-ce que ce ne serait pas ça qui explique que seulement un cinquième des titulaires de la maturité professionnelle continue directement? Est-ce qu'il n'y a pas là une question aussi d'employabilité, entre guillemets, puisqu'on nous a expliqué gentiment, on se pose des questions sur la maturité de nos jeunes qui ne redoublent plus et qui arrivent au bac pro, qui parfois mineurs. Est-ce que là aussi, ce ne serait pas une question de... et là, j'utilise le terme français de maturité, mais maturité dans l'âge, la capacité de se projeter, de réfléchir, d'avoir un comportement professionnel. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique ce faible pourcentage de poursuite d'études directes? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais me permettre alors de poser mes questions. J'avais une petite question à Guy sur le public qui va s'engouffrer sur ce bac et qui va poursuivre sur le BTS. Parce que tu nous disais donc 7 ans au lieu de 5. Est-ce que ça va trouver un public? Lequel? Est-ce que c'est les familles populaires? Est-ce que c'est l'idée pour les familles populaires de former une aristocratie ouvrière? Enfin, voilà, si tu as quelques éléments sur ce public, je vais peut-être continuer sur mes autres questions et puis je te relaisse la parole. Pour Fanny et Céline, j'avais une petite question aussi sur concrètement... qu'est-ce que ça implique comme poursuite d'études dans le supérieur, donc cette création du BTS, puisque ça me semble un enjeu important, en tout cas un enjeu important pour les filles, puisqu'on sait que le bastion de l'esthétique et de la coiffure, voilà, c'est quand même le gros du bastion féminin en France. Alors Gilles va peut-être me reprendre, mais je crois que c'est une des premières filières qui forment les filles. Il y a le commerce à côté, mais enfin l'esthétique et la coiffure, ça constitue un effectif important. Et ce qu'on repère, c'est que dans l'entrée dans l'enseignement supérieur, évidemment, les métiers manuels ont plus de difficultés, mais les spécialités masculines y parviennent quand même, via la mécanique, l'électronique, le bâtiment aussi, qui a une poursuite dans l'enseignement supérieur. Voilà, alors ça me paraît un enjeu important justement pour les filles sur cette fameuse filière apprentie qui devait permettre une promotion sociale, passer du CAP au bac pro, au BTS, en finissant pourquoi pas par un master pro. Donc voilà, si vous avez un petit éclairage sur cette question, ça m'intéresserait bien. Et puis je termine avec une dernière question pour Philippe Gonon. On entend un peu parler, là, depuis un certain temps en Suisse, de chômage apprenti. Et donc, ma question était finalement, en Suisse, si je comprends bien, c'est l'apprentissage. Donc, il faut une entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes qui ne trouvent pas d'entreprise, qui ne peuvent pas, comme en France, compter sur le lycée professionnel? On entend parler d'années de transition. Alors voilà, ça renvoie aussi à la question sur l'âge, effectivement, des apprentis. Et c'est quoi cette année de transition? Je suis un peu curieuse. Est-ce que c'est une remise de niveau scolaire? Est-ce que c'est plutôt un travail sur le CV, les attitudes? Voilà, bon, c'était mes questions. Guy,
Oui, bah, écoute, la question est excellente. C'est d'autant plus qu'il n'a pas de réponse sérieuse, on va dire scientifiquement établie. D'ailleurs, c'était une de mes motivations pour aborder ce sujet du baccalauréat de technicien. C'est que, étrangement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas creusé par les chercheurs, enfin pas à ma connaissance. Je ne sais pas si Stéphane, tu es comme moi. D'ailleurs, je disais ce matin à quelqu'un, là, j'ai une jeune collègue qui enseigne en université, qui voudrait traiter ces sujets-là, qui m'a envoyé un mail il y a quelques jours en criant au secours. Elle me dit, est-ce que tu as des choses là-dessus? Je dois en parler aux étudiants, mais j'ai rien. Mais il n'y a rien. C'est-à-dire que, et ça interroge d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir pourquoi les scientifiques n'ont pas travaillé ces sujets. Mais bon, on peut avoir quand même quelques idées sur la question. Si on ne perd pas de vue qu'avant 59, on avait une stratification, on va dire, des établissements. Bon, je mets de côté évidemment les collèges d'enseignement technique, anciens centres d'apprentissage qui, eux, poursuivent leur vie. Bon. En gros, il y avait les ENP élites et le gros bloc des collèges d'enseignement technique. Les collèges techniques, excusez-moi, les collèges techniques qui formaient, si vous vous souvenez de mes schémas, au BEI, BEC, BEA, brevet d'enseignement industriel, brevet d'enseignement commerciaux, brevet d'enseignement hôtelier, brevet d'enseignement sociaux, qui étaient théoriquement destinés à former, on va dire, un encadrement moyen, un encadrement de proximité. Ils attiraient comme public ces établissements, on va dire les enfants des classes moyennes, les petits patrons, les artisans, des gens comme ça. Ce qu'on peut supposer, mais alors encore une fois, il faudrait faire vraiment le travail sérieusement. C'est vraiment, là je lance des hypothèses. Je pense que, en rassemblant au sein d'un même établissement le lycée technique, des populations, celles qui étaient dans les ENP d'un côté et celles qui étaient dans ces collèges techniques, eh bien, il y a eu finalement le phénomène de différenciation à jouer à l'intérieur de l'établissement. On peut penser que tous ces publics qui se préparaient aux carrières débouchant sur les brevets, les BEI, les BEC, vont tout naturellement basculer du côté du nouveau baccalauréat, tout simplement parce que les BEI, BEC disparaissent. Encore une fois, il y avait ce que je vais appeler l'hypothèse bac pro, qu'on ne l'appelait pas, mais elle ne va pas se matérialiser. Donc concrètement, on va dire au début des années 70, on aura dans un lycée technique soit la filière prestigieuse des baccalauréats mathématiques techniques, bon, pour les meilleurs, l'élite, etc., et puis la filière des baccalauréats technologiques. Donc toute la population qui, elle, se destinait aux anciens brevets d'enseignement industriel va, je pense, tout naturellement, mais tout ça, il faudrait l'affiner, le vérifier. Et BTS après au fil du temps, oui, de plus en plus. Et d'ailleurs, mais même avant cette réforme-là, on voit si vous voulez, on va dire entre 1950 et 1960, on voit une concurrence qui commence à s'installer, une espèce de course au prestige du baccalauréat entre les ENP, mais qui sont, n'oublions pas que ça concerne des effectifs on en parle comme ça, on focalise dessus, mais les ENP, il y avait comme ça de mémoire à l'époque 53 ou 56 ENP pour toute la France. Et donc ça concerne des effectifs très restreints. Vraiment, c'est une élite. Et puis, plus nombreux les collèges techniques, mais on voit dans pratiquement tous les collèges techniques à la fin des années 50, les chefs d'établissement, les professeurs veulent leur filière d'élite, leur baccalauréat technique mathématique, comme les ENP. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de polarisation, d'attraction vers le modèle d'élite qui est l'ENP. Et donc, quand on fait le lycée technique après la réforme, tout naturellement, les populations vont se translater vers le nouveau modèle. Mais encore une fois, c'est absolument pas exploré scientifiquement, sérieusement. Et comme disait Chantal Labruyère tout à l'heure à la pause, c'est la même problématique de boîte noire sur le corps enseignant de ces établissements-là. Bon, on connaît les statuts, mais je veux dire, l'évolution sur le long terme de qui enseignait, d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait, ça reste totalement... Donc s'il y a des collègues qui ont des thèses à faire, allez-y, parce que là, il y a vraiment du travail à faire. Et c'est une boîte noire. Hein. La preuve, c'est que le 50e anniversaire passe complètement... Et quand il y a eu tout le grand schtroumpf sur le bicentenaire du baccalauréat en Sorbonne, c'est vraiment des bacs dont on n'a pas parlé, quoi. Comme s'ils n'existaient pas. Je veux dire, ça devrait interroger nos historiens de renom là-dessus, entre parenthèses. Hein. Alors, j'essaie de répondre les deux questions relatives à la Suisse. Oui, il y a pas mal de gens qui ont une maturité professionnelle et qui cherchent des expériences pratiques à l'entreprise après. Alors, et peut-être après 2 ou 3 ans, eux ont la possibilité ou l'option de quand même d'aller aux autres écoles spécialisées. C'est peut-être une question de l'âge, ce que vous avez suggéré.
mais il y a aussi des gens qui restent dans cette filière, je voudrais dire, dans cette piste et continuent après avec des examens professionnels fédéraux supérieurs et ça. Alors, c'est vraiment l'employabilité et semblablement, OK, les gens ont la possibilité vraiment d'aller dans cette route et aussi continuer dans cette pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'après 2 ou 3 ou 4 ans, quand même, plus que la moitié continue dans une autre école spécialisée. Nous avons le même phénomène, mais pas tellement grave. Dans cette maturité gymnasiale aussi, il y a un part qui ne continue pas à l'université, qui cherche des autres variantes. Et ce qu'on pourrait dire que la maturité professionnelle est aussi une question de femmes et hommes. Les femmes sont pas tellement courageux de continuer à les autres écoles spécialisées. C'est intéressant ce phénomène. Ravi. Le micro, c'est toi. Excusez-moi si je vais mal exprimer, mais ok. Oui. Et aussi, mais on voit bien qu'il y a, c'est surtout les Suisses et les hommes qui continuent plutôt que les autres. Il y a des chiffres comme ça. Oui, l'autre question, je voudrais dire que les transitions sont vraiment compliquées et sont devenues plus compliquées aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Par exemple, pour des étudiants faibles à l'école, c'est vraiment difficile de trouver une place parce que les entreprises aujourd'hui sont vraiment plus sélectives, même dans des secteurs de l'artisanat qu'il y a 20 ans. Alors, c'est vraiment un problème, les transitions. Et il y a aussi des différents régionales intéressamment. Il y a des régions, il y a beaucoup de gens qui sont dans des classes supplémentaires. On dit, comment on dit, Brückenangebot, bridge, c'est le pont. Le pont. Oui, passerelle, oui, ce sont des options de passerelle. Et ce sont réglés pas par la loi fédérale, mais par des cantons et par les régions. C'est pourquoi on a vraiment une messe. Il y a des différentes mesures pour régler cette transition. Mais le cas normal est vraiment d'ajouter 1 an de plus pour devenir plus mûr, pour trouver un apprentissage. Aujourd'hui, je dois ajouter, nous n'avons pas un chômage des jeunes, mais le contraire, les entreprises cherchent les apprentis. C'est un phénomène aussi lié à l'évolution démographique à l'instant. Alors, on a plus d'entreprises qui cherchent des apprentis qu'il y a des apprentis qui cherchent une place pour faire un... Oui, c'est un peu... C'est la Suisse, mais c'est un peu... Alors, juste sur la question de la coiffure, donc pour vous répondre, effectivement, le collège des salariés dans la 19e CPC, il s'agit principalement de formateurs de CFA. Du coup, oui, sans doute, évidemment, oui, sans doute qu'ils défendent les intérêts de leur profession, mais je pense que ça participe aussi au contrôle de l'artisanat sur le système de formation. Enfin, tout ça s'entretient, effectivement, ce sont dans les CFA, adossés à des chambres de métiers d'artisanat. Voilà, enfin, on reste quand même là dans l'univers de l'artisanat. Et donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer avec Fanny lors de notre communication, mais justement, les enseignes ont aussi, dans un premier temps, tenté de contourner la formation au brevet professionnel via l'apprentissage,
notamment en s'investissant dans des voies de formation continue via le contrat de professionnalisation pour dispenser dans des organismes de formation privés et donc souvent internes aux fameuses marques avec lesquelles elles sont en franchise, effectivement pour former au BP et d'une manière alternative par rapport à la voie de l'apprentissage. Donc oui, sur ces questions, et je laisse Fanny répondre pour la question du supérieur. Juste pour compléter sur ce point-là, donc il y a effectivement bien défense de la profession, défense des centres de formation, et puis je voulais juste rappeler aussi la part des apprentis dans la population active, parce que du coup il y a 20% d'apprentis dans la population active en coiffure, et donc c'est aussi un rapport de force chez les employeurs que de maintenir. Enfin bon, bref. C'est aussi ça qu'il faut défendre quand on est employeur, bien sûr pas forcément quand on est salarié. Et puis, concernant la poursuite d'études dans le supérieur, une transformation de la division sexuelle et sociale du travail. J'ai vu que tes notes. Alors, quand ils ont créé le BTS, ils évoquaient bien que c'était pour des niches d'emploi. Donc ça révolutionnerait pas. Alors j'ai pas regardé les effectifs actuels, puis ils doivent être peu nombreux, c'est vraiment le début de la formation. Mais voilà, il y avait quand même cette idée que ça devait être un diplôme détenu par peu de personnes. Donc peut-être que ce sera des filles. Si on regarde toujours dans la répartition de la population active, quand même, il y a moins d'hommes, mais ils sont surreprésentés parmi les chefs d'entreprise. Et donc, je ne sais pas s'ils seront aussi surreprésentés dans la préparation au BTS. Et puis, du coup, lors des entretiens, dans une enquête qualitative auprès des jeunes préparant un CAP, quand même, apparaît des aspirations aussi différenciées des filles et des garçons. Et alors, j'ai interrogé peu de garçons, mais en tout cas, ils sont plus nombreux à aspirer à des secteurs plus huppés de la coiffure, à avoir déjà participé à des shows alors même qu'ils sont en CAP, seulement comme assistants ou seulement comme spectateurs, mais sont vraiment rares les filles qui ont eu cette expérience-là. C'est plus souvent des filles de coiffeuses, donc déjà implantées dans la profession, mais du coup, voilà. Il y a toutes ces questions qui sont encore à venir. Bon, écoutez, on est des chefs, parce que ça devait se terminer à 12h15 et il est 12h16. Alors, avant peut-être de faire un point sur le repas, peut-être Fabienne, tu vas nous en dire 2 mots. Stéphane Ballas voulait... Voilà. Juste, puisque ça a été évoqué plusieurs fois dans cette table ronde, la question de la coiffure, mais aussi la question du fonctionnement des CPC. Je voulais vous informer, j'ai fait passer une petite feuille que certains n'ont pas remplie encore, parce que je me disais que c'était logique que les gens qui participent à ce colloque soient tous destinataires régulièrement des revues CPC documents, mais maintenant qui s'appelle CPC études. Donc si vous mettez votre nom et votre adresse postale, vous serez destinataire des prochaines études en tout cas. Et je voulais vous signaler aussi que enfin, et après des années de bataille, Fabienne, tu peux confirmer, on a réussi à faire que les études, en tout cas les dernières, soient en ligne. Donc il suffit de googliser CPC revue CPC études, et vous tombez sur les études. La dernière étant celle sur le bac pro SPVL qui a été réalisée par Françoise et Valérie Gossaume, la collègue de Nantes, qui est en ligne, je viens de vérifier. Et je voulais vous signaler aussi qu'une newsletter a été lancé il y a quelques années, puis s'est arrêté et vient d'être relancé. Et là, c'est pareil, vous tapez la lettre des CPC et vous tombez dessus et vous pouvez vous abonner, ce qui est assez intéressant parce que vous permet d'avoir d'une part l'actualité des CPC et d'autre part l'actualité des études. Voilà, merci. Donc ceux qui n'ont pas encore rempli cette feuille, vous pouvez évidemment le faire. Merci beaucoup.